Bienvenue au podcast Huberman Lab, où on parle science et outils pour la vie. Je suis Andrew Huberman et je suis professeur de neurobiologie et d'ophtalmologie à l'école de médecine de Stanford. Mon invité aujourd'hui est Robert Greene. Robert Greene est un auteur qui a écrit plus de 5 livres à succès, dont les 48 lois du pouvoir, les lois de la nature humaine et maîtrise. Il a fait sa formation de licence à l'Université de Californie à Berkeley et à l'Université du Wisconsin à Madison. Les livres de Robert Greene sont à la fois uniques et importants pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils explorent l'interaction entre la psychologie du soi, l'auto-exploration et la psychologie de l'interaction humaine, le tout ancré dans l'histoire et la culture moderne, et en même temps d'une manière qui concerne tout le monde. J'ai lu sur Robert dans Maîtrise, qui, à mon avis, est une exploration brillante et un outil pratique pour réfléchir et poursuivre son objectif. Chaque fois qu'on me demande des suggestions de livres, j'inclus toujours Mastery dans mes 3 principales recommandations. Lors de notre discussion, nous couvrons divers sujets, dont comment atteindre son but. Nous parlons du choix d'un partenaire, des relations amoureuses et autres. Nous parlons aussi de motivation, d'urgence et du concept de terrain de la mort, apparu en discutant de l'AVC récent de Robert. L'AVC de Robert lui a imposé certaines limitations, mais lui a également permis d'explorer comment écrire, comment faire de l'exercice, en effet, comment interagir avec la vie en général de nouvelles manières qui lui permettent de continuer à élargir son sens du but. Je suis certain qu'à la fin de cet épisode, vous aurez acquis beaucoup de nouvelles connaissances pour avancer vers votre but, peut-être le trouver si ce n'est pas fait, et améliorer votre relation avec vous-même, les autres et le monde autour de vous. Et maintenant, ma discussion avec Robert Greene. Je suis content que tu sois là. Je suis ravi d'être ici, Andrew. Merci de m'avoir invité. Courte histoire. En 2015, j'enseignais un cours à des étudiants. C'était un grand cours, 450 étudiants. Où? C'était quand j'étais professeur à l'Université de Californie, à San Diego. J'étais sur le point de retourner à Stanford, mais le cours s'intitulait « Circuits neuronaux en santé et maladie ». Mais il y avait un dernier cours où je faisais beaucoup de questions-réponses avec les étudiants sur la science, sur les carrières, sur les parcours professionnels. Et ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup d'étudiants avaient des questions non seulement sur la science, mais aussi sur la façon d'apprendre et de chercher des informations. Et j'ai recommandé 3 livres à la fin du cours chaque année. Je l'ai fait 4 ans. Et un des livres était Longitude, une belle histoire sur la découverte des horloges maritimes. Un livre que je laisserai comme un mystère, non pas pour être mystérieux, mais parce que c'est un livre de science. Je vais juste te dire ce que c'est. C'est Principes de neurosciences. Je connais pas. Oui. Il fait un meilleur cale-porte pour la plupart qu'un livre, mais c'est une ressource merveilleuse. Si tu veux apprendre les neurosciences et ton livre, Maîtrise. Et la raison pour laquelle j'ai recommandé Mastery, c'est parce que ces étudiants allaient bientôt entrer dans la grande jungle de l'éducation post-universitaire. Et pour moi, j'ai trouvé que Mastery était un livre absolument transformateur en ce qu'il m'a appris tant de choses sur la façon d'apprendre des autres, comment s'attendre à certains types de interactions lorsqu'on s'assigne à un mentor et vice-versa. Et cela parlait de certaines choses que nous aborderons plus en profondeur aujourd'hui, mais notamment de l'identification de cette graine unique qui existe en chacun de nous et qui peut guider nos meilleures décisions en termes de recherche de notre but. Et donc, je termine généralement avec une grande dette de gratitude, et je le ferai probablement encore à la fin. Mais je veux commencer par une grande dette de gratitude. La maîtrise a transformé toute ma vie. Et à bien des égards, ce podcast n'existerait probablement pas sans la maîtrise, car cela a vraiment ancré en moi cette idée que nous avons tous un but plus profond. Et cela explique comment trouver ce but. Alors je te dis ça, et je vais aussi l'utiliser comme transition pour... Je te demande, puisque ça intéresse les gens, comment trouves-tu ton but? Pourriez-vous partager avec nous ce que signifie trouver son but et comment les événements de la vie précoce peuvent peut-être nous indiquer quel est ce but pour chacun de nous? Eh bien, merci pour cette merveilleuse introduction. Je rougis presque. C'est une histoire fantastique. Eh bien, tu sais,
Être humain, c'est pas facile comparé à un animal, car on est et personne ne nous donne une direction. Nos parents pourraient être un peu nos professeurs d'université, etc., mentors, mais généralement, nous sommes seuls. Et c'est un processus très très difficile. Tu te réveilles le matin et tu ne sais pas vraiment ce que tu peux faire. Tu pourrais choisir 12 chemins différents. Cela peut être très déroutant et très accablant. Quand tu trouves ce sens de la vie, ce que j'appelle ta tâche de vie, tout a une direction. Tout a un but. Ton énergie est concentrée. Ce n'est pas comme si tu suivais simplement un chemin étroit unique. La vie n'est pas juste discipline et problème. C'est vraiment la chose la plus excitante qui puisse t'arriver, car tu n'as jamais ce sentiment de perte. Tu te lèves et tu te dis « ouais, c'est ça que je dois faire ». Les gens viennent vers toi avec toutes sortes de distractions et de choses ennuyeuses et irritantes. Supprime-le. C'est juste le plus merveilleux radar interne que tu puisses avoir. Alors, je le souhaite sincèrement, tout le monde peut trouver ce genre de radar interne. Et donc ce n'est pas facile. Et je comprends qu'il n'y a pas de formule instantanée parce que nous sommes tous à la recherche de formules instantanées. C'est difficile, et je veux que tu le saches. Donc ce n'est pas comme si Robert pouvait me donner la réponse en 3 minutes. Non, je ne peux pas. Processus impliqué. Ce n'est pas, tu sais, un mystère. Tu ne peux pas suivre un processus très singulier. Et l'idée, c'est que tu parles de l'enfance. La façon dont j'aime le formuler est que lorsque tu es né, tu es un phénomène, tu es unique. Ton ADN n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers, remontant à des milliards d'années, et il n'existera jamais dans le futur. Tes expériences de vie avec tes parents et tout ce que tu vis dans tes premières années en grandissant est unique. C'est à toi. Tu es unique, n'est-ce pas? Donc c'est ta source de pouvoir. Gaspiller cela est juste la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Et ce qu'est le pouvoir, c'est de trouver cette unicité, ce qui te rend unique et comment l'exploiter pour ta carrière. D'accord? Et donc je dis aux gens que quand tu es enfant, quand tu as 4 ou 5 ans, ou même plus jeune, tu as ce que le grand psychologue Maslow appelait des voix impulsives. Ce sont de petites voix dans ta tête qui disent « j'aime ça, je déteste, j'aime ça, j'aime pas quand maman bouge comme ça, j'aime quand papa vient d'ici ». Tu sais bien qui tu es et ce que tu aimes ou pas. Et ces voix te dirigent d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et quand tu es très jeune, elles te dirigent aussi vers des activités intellectuelles et mentales. Un livre que je recommande à tous, c'est Les 5 cadres de l'esprit de Howard Gardner. M'a beaucoup aidé. L'idée, il est qu'il parle de 5 formes d'intelligence. Notre problème, c'est qu'on voit l'intelligence comme intellectuelle. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence qui concerne les mots. L'intelligence abstraite concerne motifs et maths. Il y a l'intelligence kinesthésique qui concerne le corps. Il y a l'intelligence sociale. Il en a 5. Et l'idée est que ton cerveau penche naturellement vers l'un d'eux. Il peut pencher vers 2 d'entre eux, ça arrive, mais généralement l'un d'eux domine, n'est-ce pas? Et c'est comme un grain dans ton cerveau qui va dans une certaine direction. Tu veux suivre ce grain parce que c'est là que résidera ta puissance. Alors, quand tu es jeune, si tu retournes en arrière et penses à quand tu avais 4 ou 5 ans, tu peux peut-être te faire une idée d'une sorte de direction ou de voie en toi qui te poussait vers cela. Je sais que pour moi, c'était les mots. Je me souviens, quand j'avais 6 ans, j'étais juste obsédé par les mots, juste les lettres dans les mots, presque d'une manière légèrement schizophrénique. Je les éplais à l'envers, je les démontais, je faisais des anagrammes. J'adore les palindromes, n'est-ce pas? J'avais une fascination pour les mots. C'est primal. Certaines personnes, vous savez, Robert Einstein, quand il avait 4 ans, son père lui a offert une boussole pour son anniversaire. Et il était juste fasciné par cette boussole. L'idée qu'il existe des forces invisibles dans le cosmos qui déplacent cette aiguille. Et il est obsédé par l'idée des forces invisibles. Steve Jobs, vers 7 ans, peut-être plus jeune, à Burlingame, Californie, son père, il passe devant un magasin avec des appareils technologiques dans la vitrine et il était juste hypnotisé par le design de ces appareils et les tubes en verre et tout. Donc il voulait aller dans cette direction. Tu sais, Tiger Woods a vu son père frapper des balles de golf dans le garage et il était juste comme criant de joie. Il devait faire ça, tu vois. Je peux te donner 1 million d'exemples différents de cela.
Bien sûr, ce sont des personnes qui sont célèbres. Évidemment, nous pouvons revenir en arrière et trouver que c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et s'il te plaît, interromps-moi si je parle trop longtemps. Non, continue. Ce qui t'arrive, c'est que tu as 7 ans, maintenant tu vieillis et tu commences à ne plus entendre cette voix. Tu entends tes profs dire que tu n'es pas bon, que tu dois mieux faire en maths, tu sais, que tu ne devrais pas t'intéresser à ces sports, que tu devrais suivre cette voie. Tes parents te disent donc que c'est la carrière qu'ils veulent pour toi, la direction à prendre, non? Tu commences à entendre ça plus que ta propre voix. Et en vieillissant, ça devient de pire en pire. Ensuite, quand tu es adolescent, tout tourne autour de ce que font les autres, tes pairs, ce qui est cool, ce qui n'est pas cool, tu sais? Et c'est un peu plus. Donc tout ce bruit entre dans ton cerveau et tu ne peux plus l'entendre. Tu ne sais plus qui tu es. Et donc tu vas à l'université, tu choisis peut-être une spécialisation qui semble pratique, que tes parents veulent que tu suives. Peut-être que tu erres un peu, tu n'es pas sûr. Et puis tu entres dans le boulot sans ce radar dont je parle. Et frère, tu es perdu, non? Où aller? Besoin de sous, hein? Et donc tu fais un choix basé sur le besoin de gagner beaucoup d'argent. Certains le font. Et je comprends ce besoin. Nous devons tous gagner notre vie. Mais cela peut te mettre sur une très mauvaise voie parce que tu n'es pas connecté émotionnellement. Le truc, c'est que lorsque tu découvres cette inclination primordiale, ce grain qui est en toi, alors tu as l'énergie pour être discipliné, pour accomplir des tâches ennuyeuses, pour apprendre. Apprends plus vite, car tu es ému. Lorsque tu es émotionnellement engagé dans un sujet, le cerveau apprend 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite que lorsque tu ne l'es pas. Je donne toujours l'exemple. Langues étrangères, ma passion à l'université. Pendant 3 ou 4 ans, j'ai étudié le français, puis je suis allé à Paris, et je ne pouvais pas dire un mot. Ça ne servait à rien parce que ça ne m'a rien appris de pratique, n'est-ce pas? J'étais confus. Et puis, mais j'étais à Paris, et j'adorais ça, et je voulais y vivre, n'est-ce pas? J'avais une copine, je devais parler français. En 1 mois, j'ai appris plus qu'en 4 ans d'université, car je le voulais, j'étais engagé. Mes émotions étaient là. C'était comme si je devais survivre pour apprendre le français. Alors que donc la plupart d'entre nous, nous n'avons pas vraiment besoin d'apprendre ce sujet. Nous sommes distraits. Mais quand tu trouves cette chose qui te touche vraiment, tu prêtes une attention profonde. Tes émotions sont engagées. Tu apprends à un rythme beaucoup plus rapide. D'accord. Et donc la question est, comment trouves-tu cela quand tu es plus âgé? Quand tu as 21 ans, j'aide beaucoup de gens et ce n'est généralement pas si difficile. Nous pouvons passer par ce processus. Cela devient plus difficile quand tu as 30 ans et que tu erres, mais ce n'est pas impossible. Je n'ai vraiment commencé à trouver mon chemin exact qu'à 38, 39 ans, pour être honnête. Espoir. Quand tu atteins 40 ans et 50 ans, ça devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Et c'est très triste si tu as gaspillé cette graine d'unicité dont je parle. Et je dis qu'on peut revenir en arrière par un processus archéologique. Creusons et trouvons ces os de ton enfance qui montraient ton destin. Mais quand tu trouves la tâche de ta vie, tout s'ouvre. Cela ne signifie pas que tu as compris. D'accord, je dois viser ce boulot à 28 ans. Ça marche pas comme ça. Donne un sens. Essaye des trucs. Expérimente. Amuse-toi à 20 ans. Tu vas apprendre. Mais ça donne un cadre au lieu de « wow », toute cette confusion, chaos, réseaux sociaux, Internet. Je pourrais aller ici, ici, ici. Perdu en mer. Boussole, ça t'oriente. Alors que tu décris cela, j'ai cette image de... Tu as mentionné des animaux qui apparemment n'ont pas beaucoup de flexibilité en termes de niches dans lesquelles ils peuvent exister. Mais la façon dont j'imagine ce processus, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes plongés dans un environnement, et ici j'utilise une analogie, où nous ne savons pas vraiment si nous sommes un animal aquatique, un animal terrestre ou un aviaire, n'est-ce pas? Amphibie. Ou un amphibien d'ailleurs. Et faire le mauvais choix. Être un amphibien qui essaie de voler, bien que je sois sûr qu'ils existent dans le règne animal, ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est probablement mortel. Et sans dramatiser à l'excès l'échec de trouver son but, mais je le vois ainsi, alors que peut-être nous pourrions simplement dire que le processus de trouver son but est de réaliser comme « Ah,
Vous savez, je suis un amphibien, je peux aller dans l'eau et en sortir, tandis que autres créatures s'arrêtent au bord de l'eau. D'accord, c'est super cool. D'autres trucs, comme ces volants, ne vont pas dans l'eau. D'accord. Certains flottent ou plongent, mais pas comme moi. Alors, le processus de découverte de soi, on dirait que c'est une question de restreindre ses choix à une sorte de tranche dans l'ensemble des options possibles. Et tu sais, pour moi, je peux certainement me rappeler qu'après avoir lu Mastery, cela m'a aidé à me souvenir certaines émotions primaires que j'ai ressenties comme une sensation très distincte dans mon corps. Décris ça. Oui. Eh bien, sans rendre cela trop spécifique à mes goûts uniques, enfant, j'aimais la flore et la faune. J'aimais apprendre la biologie. Pas surprenant. Les animaux, leurs mouvements, les poissons, visiter un vrai magasin d'aquarium et faire du snorkeling, c'était waouh. Et même en le disant, c'est comme si je flottais. Je le sens dans mon bras gauche. Et c'est comme s'il y avait un truc à faire. Ce n'est pas seulement que j'observe des choses qui me ravissent. Quelque chose s'active en moi. Je dois agir. Et généralement, c'est en parler à tout le monde jusqu'à ce qu'ils n'écoutent plus. Mais souvent, c'est aussi pour dessiner ces choses, pour y réfléchir. Et j'adore ça. C'est une joie constante, des graines comme ça et d'autres choses. Dans ce paysage de flore et de faune et l'apprentissage des animaux et de la biologie, y compris l'animal humain, puis organiser les informations me semble si satisfaisant. C'est comme une drogue. Et donc, c'est comme ce printemps éternel de la vie, n'est-ce pas? Et donc pour moi, c'était ça. Et en 2015, quand j'enseignais ce cours, le cours que j'aimais, mais je me sentais un peu égaré dans ma carrière scientifique. Puis j'ai lu Maître. Et j'ai réalisé, oui, j'aime diriger un laboratoire, j'aime enseigner, mais il y a autre chose pour moi. Cela n'a rien à voir avec un balado. Je savais même pas ce que c'était, probablement que si. J'écoutais des balados à l'époque, mais je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je n'avais pas l'idée d'avoir un podcast. Mais ce que je voulais, c'était ce sentiment dans son nombre total de formes. C'est l'objectif. Obtenir ce sentiment sous autant de formes que possible. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, c'est absolument parfait parce que la connexion à ce dont je parle, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est viscéral, c'est émotionnel, c'est physique, n'est-ce pas? Et tu le ressens dans ton corps. Et quand tu le fais, c'est comme si c'était à ton niveau, c'est comme si tu nageais avec le courant. Tu sens que c'est facile. Tout s'emboîte, c'est plaisant. Tout ne va pas être agréable. Il y aura de l'ennui, il y aura des moments d'ennui. Mais tu es capable de supporter les moments d'ennui parce que tu ressens cette profonde connexion globale. Donc oui, c'est bien de ça que je parle. Je veux dire, pour moi, c'est un peu similaire à ce que j'ai dit à propos des mots. Mais l'autre chose dont j'étais obsédé quand j'étais enfant était les premiers ancêtres humains. Ne me demande pas pourquoi, j'étais juste tellement obsédé par nos ancêtres d'il y a des millions d'années, et comment c'est possible de vivre ici, dans les années 60 ou 70, avec des voitures et tout, mais d'arriver là où nous sommes maintenant. Et j'ai écrit une courte histoire, quand j'avais 8 ans, à propos d'un vautour. C'était écrit du point de vue d'un vautour, observant les premiers humains émerger sur la planète. C'était vraiment horrible, affreux. Mais ce qui est étrange, c'est que j'écris un nouveau livre, et tout ce que je fais dans ce livre, c'est explorer les premiers humains. Je redeviens enfant, tellement excité et heureux. Je m'identifie à ton histoire. tu as mentionné ces 5 formes d'intelligence ou cadre d'esprit. Et je suis certainement conscient que je penche vers un intérêt plus intellectuel, bien que, comme tu l'as souligné, l'excitation, le plaisir est viscéral, oui, et les actions sont des actions. Elles sont du corps, finalement, n'est-ce pas? On doit dessiner, parler, écrire des livres, etc. Pour transmuter cette excitation en quelque chose de réel pour les gens qui ne sont pas aussi intellectuellement accordés, mais qui sont peut-être accordés kinesthésiquement, par exemple. Je ne peux que me demander ce que c'est. Je ne suis pas complètement désordonné, mais je ne pense pas avoir un attunement ou un état d'esprit kinesthésique. Mais moi, par exemple, j'ai eu un auditeur de podcast qui a mentionné qu'il pense en ressenti, qu'il expérimente littéralement la pensée, comme une sorte de mosaïque, de sensations corporelles. D'accord. Et cette pensée, pour eux, ne vient pas de la tête,
mais seulement du cou vers le bas, ce qui, pour moi, était vraiment intriguant. Et donc, je ne soulève cela que parce qu'il doit y avoir comme vous le soulignez, il y a un nombre infini de différentes sortes d'orientations basées sur notre ADN unique et notre expérience. Mais qu'est-ce que vous pensez explique pourquoi ces graines particulières, ou comme vous le soulignez, la direction dans laquelle le grain court dans le cerveau? Je veux dire, c'est en partie la nature, ce sera l'ADN, bien sûr. Mais nous en parlons comme s'il y avait quelque chose d'excitant ou d'impressionnant ou de délicieux qui nous captive. Peut-il en être autrement aussi? Peut-il être, vous savez, on a une mauvaise expérience en tant qu'enfant dans un environnement intellectuel et puis on décide, vous savez, je vais dans les choses du corps qui font du bien, les choses de l'esprit, de l'intellect font du mal. Et est-ce que cela importe si nous sommes attirés vers notre but en reconnaissant ce que nous aimons ou ce que nous détestons? Eux ou les deux sont-ils utiles? Oh, ils sont tous les deux très très utiles. Vous savez, beaucoup d'intelligence est non-verbale. Nous pensons en termes d'image. Nous sommes très influencés par les émotions des autres. Donc je sais par exemple que ma mère est très très intéressée par l'histoire. Elle est obsédée par l'histoire. Et j'ai probablement absorbé son intérêt pour l'histoire. Je ne pense pas qu'il y ait un gène génétique pour cet intérêt, tu sais. Donc tu vas aussi absorber des choses de tes parents. Donc ce n'est pas tout simplement génétique. Mais oui, ce que tu détestes aura une grande importance. Mais le problème avec ça, c'est que si tu prends une direction et que tu es à l'école primaire, etc., et qu'on te force à apprendre les mathématiques et que tu détestes ça, ce que ça a tendance à faire, c'est te détourner de l'apprentissage en général. Je pense. Je veux pas être discipliné, je veux rien traverser, c'est douloureux. Ça mène à rien, c'est pas moi, c'est frustrant. Apprendre te dégoûte. Il est donc vraiment, vraiment important pour un enfant de vivre l'expérience de l'amour le plus tôt possible afin qu'il puisse savoir ce qu'il déteste et pourquoi il le déteste. D'accord ? Et puis, ils peuvent se rebeller et aller dans ce domaine au lieu de « j'aime pas apprendre », la discipline, étudier, essayer encore et encore. Si tu es orienté kinesthésiquement, et tu sais, une partie de moi, je comprends ça parce que j'adore le sport, c'est que tu dois pratiquer. Ça va demander beaucoup de « tu ne vas pas être bon instantanément à quelque chose, n'est-ce pas ?» Et cela va nécessiter d'aimer ça, n'est-ce pas? Mais si ton expérience en maths, je déteste apprendre des trucs. Tu ne l'es pas, ça va se transférer au sport. Tu vas détester la discipline en général. Il est donc très important pour les parents de laisser cet enfant avoir au moins des lueurs de ce moment d'amour. Je sais que pour moi, quand j'ai terminé l'université et que je suis entré dans le monde du travail, j'ai dû trouver un emploi. J'ai travaillé dans le journalisme. Détesté. Je détestais travailler pour les autres. Je détestais la politique de bureau. Je détestais tous les égos. Je détestais la flagornerie. Police, je hais. Manque de qualité, c'était juste pour faire de l'argent et vendre. Et puis, j'ai bossé à Hollywood. Je détestais ça. Cela m'a beaucoup formé. Aller dans la direction prise. Mais seulement à partir de la base que je savais que je voulais être écrivain. Alors, tu sais, c'est très important que ce ne soit pas juste de la haine. Ça peut te former. Mais il doit aussi y avoir cet amour positif, profond et émotionnel pour quelque chose qui est également ancré en toi d'une certaine manière. Ce que tu viens de dire souligne vraiment le fait que l'énergie et la motivation peuvent venir soit de la pression, tu sais, du désir pour quelque chose, ou du désir de s'éloigner de quelque chose. Et plutôt, quand tu parlais de la façon dont nous sommes tellement plus engagés et motivés par des choses qui nous touchent émotionnellement, et en fait, nous savons, d'après les neurosciences, comme tu le sais aussi, j'en suis sûr, que seulement en la libération de certains neurochimiques, notre cerveau changerait-il, n'est-ce pas? Si tu ne ressens pas d'agitation et que tu fais tout ce que tu veux, bien sûr que ton cerveau ne changerait pas. Pourquoi le ferait-il, n'est-ce pas? Cette agitation est une signature des neurochimiques qui disent « Hey, quelque chose est différent maintenant. » Tu pourrais devoir faire autre chose, te reprogrammer, non? Et ça peut venir d'expériences positives ou négatives. Je suis obsédé par l'idée d'énergie. On veut tous plus d'énergie et de focus. Entendu parler. Le concept d'énergie dans le contexte de l'énergie calorique, comme ce que nous devrions manger et quand et combien, et nous avons besoin de dormir. Mais ce à quoi tu fais vraiment référence, c'est l'énergie neuronale, comme l'engagement de nous-mêmes qui est, tu sais, là prêt à être engagé, mais qui nécessite les bons macronutriments expérientiels, n'est-ce pas? Les micronutriments expérientiels par opposition à
Bien sûr, nous avons besoin d'une bonne nutrition, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Alors dirais-tu que lorsque nous sommes, disons, puisque bon nombre de nos auditeurs sont à l'âge adulte, tu sais, à partir de la vingtaine, que les choses qui nous excitent en tant qu'adultes, qui génèrent vraiment un sentiment de préparation ou captent notre attention, sont toujours informatives pour guider nos décisions sur la meilleure vie et le but de la vie. Eh bien, qu'entends-tu exactement par là? Je veux dire, parce qu'il y a des choses qui t'excitent. D'une manière un peu rapide, tu sais, où tu dois relâcher un peu de tension, et il y a du divertissement, et il y a des choses qui te donnent une gratification assez immédiate, et il y a la vision plus large de quelque chose qui vous apportera de l'épanouissement pendant des années à venir. Quand tu seras grand, tu pourras y penser. Mais souvent, nous prêtons trop attention aux plaisirs immédiats de la vie, à ce qui nous procure une gratification instantanée. C'est ce qu'on veut. Donc, c'est un processus beaucoup plus profond qui implique cette exploration dont je parlais. C'est plus profond que juste une sorte de